l'histoire de l'aveugle qui fit le tour du monde. Allô la planète et Chapka Assurance vous présente un personnage qui a rencontré tous les paysages, toutes les routes, les déserts, les forêts, les villes, les océans et les hommes, qui les raconte, qui les décrit, mais qui ne les a pas vus. Jean-Pierre Brouillot sillonne la planète depuis plus de 40 ans. Voici l'histoire de l'homme qui voit au-delà des regards. C'est l'histoire de l'aveugle qui fit le tour du monde. Ça te va comme introduction, ça ? Oui, c'est toi. Ouais. Je m'empare de l'histoire, je la reconnais. Jusque-là, je reconnais. Allez, comment tu vas la profiler ? C'est l'histoire de l'aveugle. Aveugle, c'est-à-dire t'es complètement aveugle, tu vois rien ? Ouais, j'ai 2 prothèses oculaires. Beaux yeux d'ailleurs. Oui, parce que tu as de beaux yeux. Il y a des photos là, on peut voir, donc t'as des beaux yeux. C'est quoi ces yeux alors ? Je choisis la couleur que je veux. Je les fais peindre, Voilà, c'est une véritable œuvre d'art en fait. Et j'ai le droit de les changer gratuitement tous les 5 ans. Donc la prochaine fois, j'irai plus vers les yeux verrons. C'est-à-dire peut-être blanc, peut-être pas blanc, faut pas exagérer, peut-être bleu et noir, un peu à la David Bowie, mais avec l'espoir que j'y verrai un peu plus clair parce qu'ils seront verrons. Oula. Et donc tu vois rien. Rien à voir. Rien du tout. Il y a pas des formes des. Non, il y a rien. Non, c'est une absence de perception visuelle totale. Ouais. Et pour raconter l'histoire quand même de cette cécité, elle est venue quand t'étais enfant, quand t'étais perdu un œil à l'âge de 2 mois, mal opéré, donc définitivement obsolète. Et après, j'ai eu 5 accidents dans l'autre œil jusqu'à le perdre définitivement à 16 ans. Mais c'est pas fini. À 20 ans, j'ai eu un accident. Plus exactement, j'étais très babacool à l'époque, sur les routes et chevelu et autres, très Beat Generation. Et il y a des gens qui m'ont coincé dans la rue à Rennes, qui m'ont demandé ce que je pensais d'Hitler. Et en fait, ils ont commencé à me tabasser. Je me suis pas laissé faire. Ils m'ont laissé en sang sur le trottoir. Ils m'ont éclaté mon dernier œil. Donc t'as des souvenirs d'images. Totalement. Les couleurs, moi, je suis à quoi très ça sensible correspond. aux couleurs. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui je suis habillé en noir, ce qui est extrêmement rare, mais je suis très sensible. Le matin, j'utilise mon téléphone. J'ai une application dessus qui s'appelle Color Visor et je regarde la couleur de mes chaussettes et mes yeux, voir si quelqu'un la nuit ne me les a pas changés, toi, parce qu'on sait jamais quand je dors. Quelqu'un qui me vole mes yeux comme ils sont beaux, qui m'en mettre d'autres, par exemple. Donc ça c'est le côté aveugle, donc tu vois rien mais tu as vu, donc t'as des souvenirs oui, j'ai les 2 mondes ça c'est le côté aveugle, donc comme je disais au début c'est l'histoire de l'aveugle et qui fit le tour du monde. Il y a l'autre partie de la phrase, c'est qui fit le tour du monde ou qui continue à la faire. Tu sais dans combien de pays t'es allé à peu près, quoi, quand on aime, je crois qu'on compte pas. Quand tu demandes à un berger combien il a de moutons, aujourd'hui c'est plus un berger, c'est un économiste ou un économe, je sais pas comment on appelle ça, donc il sait combien il a de moutons. Mais à l'époque, les bergers, ils étaient à la sensation, ils n'avaient pas idée combien ils avaient de moutons. Donc je sais pas, j'ai jamais voyagé pour collectionner les pays. Non, mais grosso modo, t'es allé sur les 5 continents. Oui, sur les 5 continents. Ouais. Je suis pas allé sur le continent de sacs plastiques. Ouais. Comment c'est arrivé ce démarrage sur la route ? Ça démarre à quel moment ? La radio, moi je dois beaucoup à la radio. Et à l'époque, j'écoutais Europe numéro 1 quand j'avais 12 ans, un certain Michel Lancelot, une émission qui s'appelait Campus, et qui m'a vraiment donné le goût de la route. C'est-à-dire qu'il parlait d'Alan Watts, il parlait de tous ces gens qui m'ont construit en fait. Et quand j'ai perdu radicalement la vue à 16 ans, je me suis aperçu que j'accusais la vie et que j'étais surtout très malheureux en me faisant croire que je l'étais parce que j'étais aveugle. Donc je me suis dit, soit je pars dans la dérédiction la plus totale, et je ne sais pas où ça va aller, mais ça va être une fin lamentable, et je suis jeune, ou soit je trouve le truc nouveau, je crée ma propre existence, originale et originelle, pour pouvoir m'aimer. Et donc pour pouvoir m'aimer, je me suis dit, qu'est-ce que tu aimerais ? Tu t'occupes pas du fait de voir ou pas voir. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour pouvoir t'aimer ? Et ben, je me suis dit faire le tour du monde en autostop et être le plus disponible possible. C'est-à-dire pas faire le tour du monde avec des buts, mais partir. Simplement être en permanence en mouvement, sans objectif. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et à un moment donné, j'ai réussi à être fier de moi. C'était un pas, c'est pas le pas ultime, mais ça me paraît extrêmement important
d'avoir un minimum, même plus que ça, d'avoir une véritable allégresse quand on se réveille le matin en se regardant et en disant ouais super, et je vais faire un pas de plus, je vais encore aller encore plus dans l'inconnu parce que c'est ce qui me porte et c'est ce qui me fait du bien et c'est ce qui me rend joyeux. Attends, juste pour qu'on mette bien les choses en situation, t'as 16 ans, t'es complètement aveugle, on est dans les années 70. Ouais, j'habite dans le Maine-et-Loire. T'es dans le Maine-et-Loire Mes et parents... là tu prends ton sac et tu t'en vas ? Ouais, je prends mon sac, oui. Donc déjà, je fais 3 fugues. À 14 ans et demi, je fais une fugue. J'ai voulu faire une fugue, mais j'ai été dénoncé. Donc on m'a rattrapé par des copains. Même avant que de partir d'ailleurs, ils se sont rendus compte. Et après, j'ai fait 2 fugues, et dont une dont je me souviens qui était assez terrible, parce que mes parents avaient une petite ferme à un petit village qui s'appelle La Mégnane, à 6 ou 7 km de Angers, qui est maintenant, je pense, absorbé dans les banlieues angevines. Et la première fois que je suis parti, mon père est rentré du boulot le soir et ma mère dit Jean-Pierre est parti marcher comme d'habitude, sauf qu'il n'est pas rentré. Et mon père est parti pendant des heures à pied, complètement inquiet, avec une lampe à la main. Il y avait beaucoup de mares à l'époque dans les fermes, il y en avait partout. Et il était terrorisé à l'idée que j'aurais pu tomber dans une mare et me noyer. Il a cherché pendant des heures et on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. Enfin, moi je viens d'un milieu très... On n'avait pas de salle de bain, moi j'ai connu le pot de chambre, le tas de fumier, voilà, une vie très roots. C'est pour ça que ça m'a jamais affolé de voyager aux 4 coins du monde, parfois dans des conditions très rudimentaires. Et donc ça a été ma première fugue. Et puis en autostop, je suis monté vers Paris. Et puis peu à peu, j'ai rencontré des gens. Je me suis retrouvé dans une communauté à Paris. J'étais le plus jeune. Et ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et je suis parti sur les routes. Je suis allé vivre à Amsterdam. Et puis après, je suis revenu voir mes parents. Et je leur ai demandé, je leur ai dit, maintenant, il faut faire le pas de plus. Parce qu'autrement, je me fais faire un faux passeport. J'avais joué sur ce chantage-là. Je leur disais que j'avais des possibilités, ce que j'avais d'ailleurs à l'époque. Parce que je connaissais des gens qui étaient dans la clandestinité. Donc j'aurais pu effectivement avoir des faux papiers. Et donc ils m'ont délivré un passeport et j'ai pu partir sur les chemins de l'Inde pendant des années, quoi. Alors oui, parce que là on est dans les années 70, donc on est en plein dans le trip Népal, Afghanistan, Inde, plein de périodes. Avec un amour démesuré pour l'Iran et l'Afghanistan. Tu racontes, alors j'ai lu beaucoup de choses, il y a ton livre, il y a ton blog, il y a tout un tas de choses sur toi. À un moment tu dis que vous vouliez être différent. Là j'oublie le côté aveugle, mais juste le côté voyage, toute cette communauté, ces voyages à ce moment-là, il y avait une volonté d'être différent, de tourner le dos à la société, des parents, de la consommation. C'était quoi ? C'était une espèce de rébellion, la route, à ce moment-là ? Et en fait, moi je le vivais comme une rébellion dans le moment, mais j'ai très rapidement compris qu'il y avait quand même un phénomène de masse quelque part. On était tous un peu issus des milieux assez semblables. Il y avait beaucoup, alors je suis pas sociologue et j'ai fait une enquête très subjective, il y avait beaucoup d'enfants de divorcés, ce qui était quand même, ça paraît banal aujourd'hui, mais ça ne l'était pas trop à l'époque. Et à un moment donné, moi je me suis lassé parce qu'on était quand même assez prototypal, archétypal. On était contre plein de choses massivement, mais sans vraiment de fondation dans nos refus, quoi. C'était la télé c'est de la merde, travailler c'est de la merde, et patati et patata. Et j'ai commencé à mûrir, je pense, à prendre un peu de la distance. Et à un moment donné, je me suis dit non, je m'écarte des chemins de Katmandou et je veux aussi faire mon vrai voyage, et pas celui des autres, c'est-à-dire partir à travers le Moyen-Orient, l'Afrique, aller vivre en Afrique noire, et puis l'Amérique du Sud. Et puis après, je suis vraiment parti sur des routes en dehors des chemins battus, ouais. Pour terminer ce premier voyage, enfin cette première grande balade, finalement t'es arrivé à Katmandou ou pas ? Oui, j'ai vécu à Katmandou plusieurs mois, j'ai même été, une petite anecdote rapide comme ça, je crois que c'était le 28 décembre, je suis pas très sûr, j'ai été récupéré par le service d'immigration avec d'autres gens, on nous a mis dans un bus et pour nous virer vers l'Inde, comme il faisait beaucoup à l'époque, et quand on est arrivé au col, dont je me souviens plus du nom, mais bon, les auditeurs doivent le connaître certains, il neigeait ce jour-là, on n'a pas pu passer le col. Donc on a été obligé de revenir à Katmandou. Et là, j'y suis resté quelques jours. Là, ça devenait vraiment embêtant parce qu'ils nous recherchaient. Et en fait, on a quitté Katmandou à pied avec mon pote. Sans rien demander. Vers l'Inde, évidemment, à l'époque. Mais on est parti à pied, on a passé le col dans la neige. Je me souviens que ça caillait et qu'on avait des sacs plastiques parce qu'on n'avait rien à se mettre sur le dos. Et voilà, on est parti nous-mêmes vers l'Inde et on a pu continuer notre voyage. Là il faut quand même faire
une petite parenthèse sur le côté pratique des choses. Oui. Donc t'es aveugle, tu vois rien, Ouais. et tu traverses un col en Inde, tu pars en autostop sur la route, comment ça marche, comment il faut quelqu'un quand même, il faut toujours qu'il y ait Alors, quelqu'un qui t'aide. on va quasiment dire il faut toujours quelqu'un, mais moi je peux pas avoir d'orgueil. Ça serait extrêmement mal placé que d'être arrogant et dire aux autres, vous avez vu ce que j'ai fait moi en tant qu'aveugle, alors que vous n'êtes même pas fichu de le faire. Je ne peux, mais vraiment, en toute simplicité, pas le dire, parce que tout ce que j'ai fait, c'est grâce à vous, quoi. C'est grâce à toutes ces mains qui se sont tendues dans la rue, tous ces gens qui m'ont prêté leurs yeux, tu vois, je peux pas me réclamer, je peux pas m'attribuer la paternité de mes tours du monde. T'aurais rien pu faire, tu ne peux rien faire parce que tu n'as pas arrêté de voyager, regarde, tu continues. là, je suis à Avignon, je ne connais pas bien, je débarque à Avignon là depuis 2 semaines. Quand je vais au centre-ville, j'y vais parce que moi, de toute façon, je suis jamais perdu parce que je le suis toujours. Donc c'est mon état naturel. Je suis complètement confiant. Ça, je dois le dire. Même s'il me sont arrivés des fois des choses assez compliquées où j'ai trouvé personne et ça a été des fois extrêmement compliqué. Mais je suis très confiant. Et donc. T'as confiance en quoi? T'as confiance en rien. Dans le J'ai destin, juste dans confiance. l'autre? J'ai juste Tu te confiance. dis toujours, il y aura toujours quelqu'un qui va me tendre la main. J'ai jamais cru alors, il me sont arrivés des situations extrêmement difficiles, notamment à Katmandou où j'ai failli faire de la prison parce qu'à l'époque on n'était pas très honnête. Et un jour je me suis fait pincer pour des histoires de vol. Et même avec les menottes et quand j'étais acheminé vers le commissariat, tout ça, il y avait quelque chose en moi qui disait non. Non, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Je ne sais pas sur quoi ça repose. Et il s'est passé que j'étais avec un copain, on était menottés tous les deux, on a aperçu un pote dans la rue, mon pote a hurlé, il l'a appelé, il lui a dit en 3 mots, rentre dans notre chambre et déménage tout ce qu'il y a dans la chambre, parce que ça c'était les preuves qu'on avait volées. On avait plein d'objets qu'on avait volés. Et là les flics, c'était la prochaine chose qu'ils allaient faire, après nous amener au commissariat, c'était perquisitionner. Et quand ils ont perquisitionné, il n'y avait plus rien chez nous. Ce qui est quand même plus qu'improbable. On rencontre quelqu'un dans la rue qui fait le boulot pour nous, qui nettoie tout ce qu'il y avait et qui laisse nos 2-3 frusques de voyageurs. Et donc, il n'y avait pas de preuves. Voleur et aveugle, dis donc. Voleur et aveugle. Oui, tu sais, je crois qu'il y a une époque où la morale, elle intervient très très peu quand tu es en situation d'extrême souffrance existentielle et en survie, surtout, tu vois. Besoin de survivre. Donc, les moyens pour survivre... D'ailleurs, c'est marrant, tu parles beaucoup de la survie dans tes textes, Ouais. quand tu parles de ces premiers voyages, parce que maintenant c'est plus ça, je crois. Non, c'est plus... Mais il y avait un côté, le voyage était un moyen de survivre. Je l'ai dit, si j'étais pas parti, j'aurais pas pu m'aimer. Donc, et alors, la question autre qui va avec la survie, c'est que le voyage en tant qu'aveugle t'apprend la survie. C'est très bien retourner, c'est vraiment ça, oui. Et puis à gagner de la confiance aussi. En permanence, parce que je m'aperçois qu'en fait tout est faisable. Comment l'autre, t'as besoin de l'autre, d'accord, ça c'est clair, on l'a posé. Oui. Tu peux pas être tout seul au bord d'une route et te dire il faut qu'il y ait un moment. Je l'ai beaucoup fait. Oui, mais il y a un moment, il y a toujours quelqu'un qui arrive. Il y a toujours quelqu'un qui va arriver, qui va me permettre de faire un pas de plus. Est-ce que l'autre est le même partout? Ou non, pas du tout. Non, alors là vraiment, il y a l'homme civilisationnel, si je peux employer ce terme. Ouais. Oui. En Afrique, on n'a pas du tout le même rapport. Quand je me balade en Afrique, là j'étais au Madagascar il n'y a pas longtemps, mais j'étais au Burkina il y a 2 ans. Et je suis parti avec une copine, mais souvent, comme on vivait dans une cour avec des musicos, souvent j'avais des choses à faire tout seul. Et les copains m'amenaient à un endroit, mais après si j'allais plus loin, ils arrêtaient quelqu'un dans la rue. Ah tiens, amène-le, il voit pas, amène-le plus loin. Et c'est carrément incroyable, quoi. C'est pas comme ça en France du tout. C'est pas comme ça? Ah, non. Déjà en France, c'est très compliqué de se faire. C'est de plus en plus compliqué de se faire aider. Là, je pourrais c'est vraiment. C'est impensif ou c'est vrai ça? C'est pas impensif. Non. Ouais. Ah, c'est pas impensif, non. C'est de plus en plus compliqué d'être aidé. Bon, déjà. Les jeunes Parce que garçons... tu vois ce que je veux dire, je veux pas qu'on tombe dans le cliché on de là-bas en Afrique ou en Asie ils sont tellement plus sympas. Attends, non, alors, tu vas non, pas, on va pas du tout tomber là-dedans. Mais bon, en même temps, on est bien obligé de dégager un peu des généralités. Non, et puis des expériences. Des expériences. Ouais. Moi, je peux pas tellement dire autre chose. T'as réellement senti que, par exemple, quand t'es au Burkina, c'est plus les facile. gens vont t'aider plus facilement. Le handicap, ils en ont quand même un peu moins peur.
parce que les handicapés, les dits handicapés, hein, moi je me définis pas comme handicapé, je suis une personne avant tout, et différente, mais en fait différente comme tout le monde est différent. Je veux dire, quelqu'un qui est très grand, tu lui donnes un siège tout petit pour s'asseoir, il est handicapé, il est un peu inconfortable, enfin bon, voilà, c'est ce qui me passe par la tête. On est tous handicapés, c'est contextuel le handicap. Hein, mais en fait, on est tous différents. Mais ce que tu allais dire, et ce qui est intéressant aussi, c'est que là-bas, par exemple, je reprends l'exemple du Burkina, comme les handicapés, entre guillemets, sont avec les gens, on a plus l'habitude alors. Ça veut dire que... C'est ça, c'est complètement ça. Donc on est plus naturel. Oui, en France, on a souvent du mal à prendre la main de quelqu'un. Pourquoi ce sont quand même souvent les Africains ou les Maghrébins qui vont pas se poser la question comment je vous tiens, monsieur. Il m'attrape par la main, et puis voilà, tu vas où? Et puis c'est tout, quoi. Donc en fait, on peut dire que l'autre sera plus à même et t'aidera plus facilement dans les pays où on vit avec le handicap au quotidien. Où il n'est pas caché. Ouais, c'est ça le problème, ici. Je crois que c'est ça, oui. Enfin, c'est ce que j'aimerais bien, c'est ce que j'essaye moi à travers mes conférences, mes écrits et tout ça, c'est d'apporter justement à des gens qui se perçoivent eux en situation de handicapé. Que ce soit l'handicap de la normose ou un autre handicap, apparemment justifiable par la forme. Moi, ce que j'essaie d'apporter, c'est de dire tout est possible, quoi. Simplement, il faut avoir confiance, il faut faire un pas de côté, il faut y aller, quoi. Et ça va se faire tout seul. Et la peur? Parce que me dis pas que t'as pas peur quand t'es tout seul au bord d'une route dans le noir. Comment vaincre la peur? Alors la peur, qu'est-ce que c'est que la peur? L'homme, je crois qu'il est fait de deux choses, désir et peur. Et j'ai quand même beaucoup creusé la chose parce que je crois vraiment que c'est la thématique de ma vie. Je me suis aperçu que le désir, il est forcément coloré de peur. Quand tu désires quelque chose, tu as la trouille que ça ne se fasse pas. Et quand tu as peur, c'est que tu désires qu'il se passe autre chose. Là, tu es devant un serpent, tu as la trouille. C'est qu'en fait que tu désires pas le serpent, mais tu désires autre chose. Donc peur et désir sont, on va dire, les deux faces de la même pièce. Mais comment t'as réussi à vaincre comment on fait pour vaincre cette peur de l'obscurité, voilà, si je puis dire. De l'inconnu, tu marches, tu vois rien, c'est quand même fou. Mais tu sais que j'ai pas vraiment de réponse. Ma réponse toujours, c'est qu'est-ce qui est réel. Ma question que je me suis posée, que je me pose plus, c'est dans mon vécu maintenant. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ce qui est vrai, c'est que maintenant, là, je suis seul près de la gare, par exemple. Je suis seul près de la gare, il n'y a personne qui s'arrête. Mon foutu train, il part dans un quart d'heure. Il faut absolument que je trouve quelqu'un pour m'indiquer la porte et que j'arrive à trouver la plateforme du train. Bon, ça c'est... mais je ne m'inquiète plus aujourd'hui, en fait. Je fais ce qu'il faut. Je me dis, voilà, la situation, enfin je me le dis plus, c'est mon vécu qui intègre ça. La situation est que c'est un peu difficile, il faut que j'arrive à attraper ce train. Pour le moment, tout le monde est pris par son téléphone ou sa valise ou inquiet, donc personne ne me voit, personne. Donc je décide de mobiliser des stratégies. Donc j'arrête les gens dans la rue, physiquement, tu vois, je tends la main, puis je dis, pardon madame ou monsieur, excusez-moi, voilà, je suis aveugle et je n'arrive pas à comprendre exactement où est la porte de la gare. Est-ce que vous pourriez m'indiquer déjà, même pas me guider parce qu'apparemment vous êtes chargé tout ça, mais me dire est-ce que c'est à gauche, à droite. Et puis peu à peu j'y arrive, quoi. Voilà, j'y vais comme ça. Cette existence sur la route, ces voyages, il y en a eu beaucoup, il y en aura encore beaucoup, j'imagine. Est-ce que tu penses que tu les aurais faits si tu n'avais pas vécu aveugle? Est-ce que finalement c'est pas la cécité qui t'a mis sur la route? J'aurais tendance à croire, parce que ça a été, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une manière de survie au départ. J'ai utilisé le voyage pour pouvoir m'apprécier et pour pouvoir aussi me donner une identité. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je suis voyageur. Bon, je dirais plus ça aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai beaucoup utilisé ça et j'en ai été très fier. Tu voyages pas pour les paysages, c'est évident. Non, quelles sont les sensations qui te permettent de découvrir ce qu'il y a autour de toi quand tu voyages? Écoute, ultimement, l'attention, l'écoute. C'est-à-dire, derrière tous les sens, l'olfactif, le toucher, le gustatif, tout ça, il y a quand même une faculté qui est fondamentale, c'est l'attention. Si tu n'es pas attentif quand tu es en train de manger quelque chose, tu te rends même pas compte de ce que tu manges, tu savoures pas. Alors on dit c'est le gustatif, je dis non, c'est pas le gustatif. Le gustatif, il intervient qu'à partir du moment où tu es présent dedans. Si tu n'es pas présent dedans, tu n'es pas dans le gustatif. Donc c'est l'attention. Donc c'est ce que j'ai...
l'œuvre de ma vie intime, de moi-même à moi-même, c'est de nettoyer le plus possible, de limpidifier mon attention. C'est-à-dire d'avoir de moins en moins une attention crispée sur un résultat, sur un but, juste essayer d'être là, je dirais presque avant le désir et avant la peur. Voilà, ça paraît peut-être un peu abstrait ce que je dis, mais en tout cas, moi, je sais qu'il y a quelque chose qui est réalisable là-dedans. C'est une forme de méditation? C'est une méditation où on s'assoit pas en méditation, ouais, c'est une méditation permanente. Ouais. Et là-dedans, on touche un endroit, un espace où justement toutes les informations débarquent, quoi. Tu vois, ça va me permettre de capter avec mon corps, particulièrement avec ce qu'on appelle la partie pariétale, les tempes, on va du côté des tempes, à côté entre les oreilles et les yeux. Là. Je vais sentir s'il y a un mur ou si c'est un espace ouvert. Bon, ça va être la première info. S'il y a un espace ouvert, je peux m'y engouffrer avec ma canne. Si c'est un mur, vaut mieux éviter. C'est comme un radar. On devient, je dis des fois, il faut convoquer en fait tout ce qui existe dans l'univers. Et de temps en temps, je convoque la chauve-souris pour être chauve-souris. De temps en temps, dans des situations, il faut convoquer le lion pour faire peur, rugir. Il y a d'autres moments, il faut laisser la vulnérabilité s'exprimer. Comment tu sens la différence entre une montagne yéménite et les Alpes? Écoute, alors là déjà, une montagne yéménite, tu te prends en pleine gueule, tu te prends l'aridité, quoi, la poussière, l'aridité, le son du vent, même infime qui charrie toujours de la poussière. Et c'est pas la même. L'objet du silence n'est pas véhiculé de la même manière, quel que soit l'objet bruit, que ce soit par exemple des gens qui travaillent en bas dans les champs de 4 et moi je suis au-dessus sur un plateau. Il ne s'est pas véhiculé par l'air de la même manière que si je suis à 3000 mètres en train de marcher en Vanoise et qu'il y a la vallée en contrebas à ma gauche. L'humidité de l'air va véhiculer le son d'une autre manière. Est-ce que tu t'émerveilles? Écoute, c'est toujours très compliqué de répondre ça. Je vis pour ça. Comment te dire ça? Si j'avais, alors voilà, je te disais que j'essaye de vivre sans but pour être le plus libéré et pour accueillir ce qui va se passer et pouvoir l'accepter tel qu'il va venir. Mais quand même, il y a quand même l'idée derrière, effectivement, de pouvoir m'émerveiller de tout. C'est quand même incroyable. Là, toi, tu débarques ici à Avignon. Enfin, moi, je trouve que tout est magique. On va faire ça très simple. Mais vraiment, je ne vais pas chercher des mots intellectuels. Mais tout est magique. C'est parce qu'on s'est parlé une fois à France Inter, qu'on s'est rencontrés, et puis tu es là, quoi. Maintenant, on a un micro, il y a des gens qui vont nous entendre, il y a peut-être des gens qui vont avoir envie de me lire, des gens qui vont peut-être avoir envie de me rencontrer. Je vais peut-être avoir des projets. J'adore participer. Ce que j'aime énormément, moi, c'est pas toujours être le meneur, c'est aussi des gens qui me contactent et qui me disent « Qu'est-ce que tu penses si on faisait ça ensemble ?» Tu vois, c'est tout bonnement. Pourquoi ne pas s'émerveiller, quoi? Comment on peut ne pas s'émerveiller? Alors, non, parce que l'émerveillement, moi d'instinct, je dirais que l'émerveillement, c'est visuel. C'est tout à coup, tu vois un coucher de soleil et tu fais « Waouh, quel coucher de soleil extraordinaire !» Ok. Alors moi, c'est s'émerveiller face à la vie, je suis d'accord, mais comment tu fais pour trouver un pays ou un lieu que tu ne connais pas et te dire waouh, c'est beau ici? Bon, déjà, je peux pas dire qu'un pays est beau. Oui, non, tu peux pas. Ouais. Je peux te dire qu'à tel moment, dans telle rue, il y a eu un moment d'arrêt sur image à l'intérieur et un vrai émerveillement dans une rencontre, à une terrasse de bistrot ou une main quelqu'un qui m'a pris la main. Je sais pas, je repense à cette fois où, à l'époque, vous savez que la Yougoslavie a existé? Oui. Bon. Bon, je parle aux auditeurs. Et voilà. Et j'avais 18 ans, j'étais tout seul à Zagreb, j'avais plus de sous. C'était tard le soir et il fallait que je dorme quelque part, c'était au mois de septembre. Je sors de la gare. Alors quand on voit, c'est assez facile, mais là, il y avait une place et je cherche de partout avec ma canne et je me dis, il faut que je trouve un banc, quelque chose. Et franchement, un banc, ça vous paraît ridicule, vous qui voyez, vous arrivez sur le lieu, sur zone, comme on dit, vous ouvrez les yeux, vous allez sur le banc, point barre. Bon, moi, j'ai fini par trouver un banc, j'étais très content. Je déballe mon sac, je mets mon duvet et je dis, je vais dormir là, quoi. Et on verra demain matin. J'avais la dalle. Voilà, bon bref, c'était pas une situation très confortable.
Et je commence à déballer mon sac et quelqu'un qui vient me voir, qui me parle, alors probablement en serbe, probablement après ça doit être du russe et de l'allemand, je ne possède pas ces langues du tout. Et la personne a fini par me faire comprendre avec les mains qu'il fallait que je remballe mon sac et m'a amené dans sa voiture, c'était une dame, et m'a amené chez elle. Bon, il n'y a pas eu de relation autre, hein. J'ai dormi dans ma chambre, elle m'a montré tout son appartement, qui devait être une maison d'ailleurs. Elle m'a fait tout toucher, j'ai compris même que j'avais un aquarium dans ma chambre. Elle m'a donné à manger, le lendemain matin elle m'a ramené à la gare en me donnant un peu d'argent. Tout ça, ça s'est passé sans mots. Est-ce que vous imaginez? Et j'avais 18 ans, ça a été une des quelques claques dans la gueule que j'ai pris dans ma vie, qui m'a dit, mais attends, mais lâche toutes tes conneries, lâche tes appréhensions, tu vois, il y a des choses incroyables. Tu vas nous faire quelques photos. Tu me dis en quelques mots ce que ça éveille. Toi qui n'as pas vu mais qui est allé. Bénarès en Inde, Varanasi. En quelques mots, qu'est-ce que c'est Varanasi? L'image qui me vient à Varanasi, c'est j'y suis allé souvent. Et la dernière fois, j'ai amené ma fille qui était en crise, 16 ans, crise vraiment profonde d'adolescence. On est parti là-bas avec une mallette, avec toutes les choses qui étaient mauvaises pour elle, qu'on est allé brûler sur les Ghats de Bénarès. Donc des bouquins de mauvaise influence autour de la dope et tous ces trucs-là, un peu d'herbe dedans, hein, qu'on a récupéré là-bas sur place, qu'on a brûlé. Voilà, et puis voilà, c'est ça pour moi Bénarès. Et ça a été surtout un acte, on appellerait ça psychomagique aujourd'hui, un acte psychomagique qui fait que quand je suis rentré 1 mois et demi après, à l'époque j'étais encore marié, quand je suis rentré 1 mois et demi après, ma femme, la maman de Leïla, a dit « mais je ne sais pas ce que tu as fait de Leïla, mais c'est plus la même ». Voilà, donc Bénarès, résurrection. Istanbul. Alors j'ai connu plein d'Istanbul. C'est comment? Et un grand regret. Il y avait un endroit à côté du pudding shop qui s'appelait le Yener, qui n'existe plus aujourd'hui, et c'était le lieu de tous les routards, avec d'énormes bouquins, des livres vierges, enfin des cahiers, sur lesquels tout le monde écrivait tout ce qu'il voulait. Et je me dis, ça aurait été fabuleux. Quand je suis retourné à Istanbul, là, il y a quelques années, je suis retourné il n'y a même pas longtemps non plus, je suis retourné plusieurs fois, et je me dis, mais ça serait tellement extraordinaire d'avoir ça et de faire un livre, quoi. Tu vois, t'avais tous les mecs shootés, les gens qui cherchaient des copains, à retrouver des copains. C'était vraiment comment dire ça, le livre que j'aurais aimé retrouver, ouais. Et c'est comment? Istanbul? Ouais. Aujourd'hui ou avant? Avant, c'était l'Asie, ouais. avec les porteurs d'eau. J'adorais le son des porteurs d'eau. Tu sais, ils tapaient avec leur gamelle, la gling gling, et il y avait un son très très clair comme ça, qui avec un peu de soleil, ça. Le son, moi, me transportait littéralement, quoi, le son des porteurs d'eau. Et maintenant, je trouve que c'est très américain, très moderne, voilà. La forêt amazonienne. Alors, la forêt amazonienne, oui, c'est vrai que je l'ai beaucoup fréquentée. C'est impossible pour un aveugle. Quand tu vas déféquer quelque part, et que tu vois pas, tu te dis, waouh, le premier jour, tu te dis, oh, putain, j'aimerais quand même pas chier sur un serpent, quoi. Non, mais ça, tu te le dis aussi quand t'es pas aveugle, hein, rassure-toi. Ouais. Et au bout d'un moment, bah écoute, quand t'as compris un petit peu que. Parce que là, pour le coup, trouver des repères quand t'es aveugle avec une canne blanche dans la là, forêt amazonienne, c'est pas possible. Là, j'ai complètement abandonné. À chaque fois que je suis allé en Amazonie, Dieu sait que j'y suis allé à plein d'endroits différents et plutôt assez souvent. J'étais toujours avec des bandes de potes, quoi. J'ai été une fois chercheur d'or avec une bande de cinglés dans une région où on n'avait pas le droit d'aller. Voilà. Après, j'ai remonté des fleuves. Enfin, j'ai fait toutes sortes d'expéditions en Amazonie, mais j'ai jamais rien fait tout seul. Et c'est comment? Alors, écoute, les mots qui me viennent quand même, c'est quand même confrontation, toi, parce que j'ai quand même vécu avec les chercheurs d'or et c'était des rapports de force permanents. C'est vraiment le mot, rapport de force. C'est-à-dire que le plus fort éteignait l'autre ou le faisait disparaître, parce que j'ai vu des trucs monstrueux. Le désert. Le désert, c'est du bonheur. C'est du bonheur parce que c'est le seul seul endroit avec la mer où il n'y a pas un foutu obstacle. Ce que j'appelle des écouilleurs, par exemple. Tu sais, en ville, là, c'est un exemple fabuleux. À Avignon, je galère. Ils ont mis tous les 2 mètres. Il y a des trucs à 30 cm, 40, 50 cm, des poteaux. Et c'est compliqué. Pour empêcher que les voitures se garent. Pour empêcher que les voitures se garent et autres. Le désert, si je pars avec des copains, écoute, on n'a plus besoin de me guider, de me tenir. Je suis les gens, je les entends marcher, je
les suis, ou je marche devant eux, puis de temps en temps, ils me disent Jean-Pierre à gauche, un peu à droite. Donc ça, c'est un vrai bonheur, comme les pentes des volcans. J'ai beaucoup marché dans les volcans en Amérique centrale, notamment, en Extrême-Orient, en Indonésie, tout ça. Et j'aimais bien les grandes pentes de pierriers, parce que tu te positionnes d'une certaine manière physiquement. Bon, en montée, c'est facile. Puis en descente, tu te mets le cul un peu en arrière, et puis les chevilles très très flexibles, et tu peux cavaler, quoi. Les pierres roulent, mais en fait, plus tu es en mouvement et moins tu as peur, plus tu roules avec les pierres, ou les petites pierres, et plus tu descends normalement. Donc j'aime bien les grands espaces, comme par exemple sur la mer, j'ai fait de la planche à voile une époque, ou alors un truc qui n'est pas écolo, hein. Donc Allô la planète. Allô la planète, c'est pas une émission écologique, hein. Je vous précise. Donc j'ai fait comment t'appelles ça, du squat des mers, là, tu sais, c'est horrible là. Les motos des mers. Motos des mers. Ouais. Je voulais pas au départ. Je me suis dit c'est dégueulasse, ça fait du bruit, ça tue les poissons, ça pollue. Et je me suis pris un pied faramineux. J'ai pu mais oui, parce que tu as pu connaître la sensation de vitesse, tourner sans quand obstacle. je veux. Ouais. Mais c'était extraordinaire, extraordinaire. J'ai adoré ça. Vous voulez faire plaisir à un aveugle, mettez-le sur une moto. Sur S'il n'a pas la trouille, mettez-le sur une moto des mers et vous prenez une autre moto des mers et suivez-le quand même, au cas où. Et vas-y, lâche les gaz et éclate-toi, quoi. L'inverse, New York. Ah là là, alors moi je suis pas fan du tout, hein, déjà, pas fan du tout. Mais j'étais pas dans une période où j'étais à New York, moi j'étais pas dans une période où je m'intéressais à la culture et tout ça, hein. Donc je voyageais vraiment au coup par coup pour rencontrer des gens et tout ça. Et j'ai vraiment fait que des rencontres de gens flippés quand j'étais à New York. Non mais alors New York ou Singapour ou Hong Kong ou je sais pas, dans des grandes villes comme ça où tu es allé, est-ce que du coup il y a tellement de sons, il y a tellement d'agitation, c'est très perturbant. Ça doit être difficile c'est très perturbant, mais j'ai par contre j'ai quand même j'adore Bombay par exemple. Bombay. Bombay, mais ça doit être dingue, Bombay pour un. Tu je vais te faire une confession. Attends, tu parlais des petits plots là dans les rues d'Avignon. À Bombay, il y en a partout. Il n'y a pas que des petits plots, il y a des gens partout. Il y a que des obstacles. Il y a que ça. Non, mais je me suis jamais baladé seul dans Mumbai. Il faut être clair là-dessus. J'ai toujours été à Mumbai avec des copains. J'aime beaucoup l'ambiance de cette ville. Je trouve que c'est une ville complètement folle et je lis tous les romans qui me sont accessibles sur Mumbai. Je suis fasciné. Il y a des lieux comme ça qui nous fascinent, hein. Au hasard comme ça, le Cambodge. Ah, quel bonheur. Quel bonheur. C'est comment le Cambodge ? Alors, moi, quand tu parles du Cambodge, je pense directement aux pistes et aux marches, tu vois. Marcher le long du fleuve, marcher dans le nord, là, sur la frontière du Laos, dans la forêt. Comment ça s'appelle ? Mulgalgiri, non ? Comment ça s'appelle cette région ? Je ne sais plus le nom. Je vois directement la marche. Il y a une odeur aussi un peu. Tu sais, il y a une question que je vais poser à ta place. Si je rencontrais un aveugle, je lui dirais dis donc, Coco, je t'attrape là par la peau de je sais pas quoi, par la main, admettons. Je te mets dans un avion, puis je te balance. Tu sais pas où tu vas, et tu arrives là, et est-ce que tu reconnais l'endroit ? Bonne question. Donc réponds. Moi ? Si, moi je pense que je reconnaîtrais au moins la région géographique. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi, tu reconnaîtrais aussi, non, aux odeurs, Oui, la région géographique. Les sons. Après, par exemple, moi j'ai beaucoup vécu en Ardèche. Et il y a des coins l'été, quand il faisait extrêmement chaud, quand j'étais sur les plateaux à me balader, des fois je me disais, mais on me dirait, t'es au Mexique, au nord du Mexique, je dirais oui. Sec. Ça veut dire que tu peux te faire avoir, en fait. Ah ouais, mais on peut gruger un aveugle. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, si vous voulez gruger quelqu'un, grugez un aveugle, c'est le plus facile. La blague qu'on sort à chaque fois et qu'on m'a sortie dans le bureau avant que je vienne te voir, mais comment il est sûr de là où il est ? Est-ce que je peux t'emmener à l'autre bout du monde ? Est-ce que je peux te mettre dans une voiture pendant des heures et te dire ça y est, on arrive au bout de l'Espagne et en fait on a tourné autour d'Avignon et on y est toujours. Quand on parle, on est toujours dans l'incertitude, l'impossibilité de connaître. Ce que je te disais tout à l'heure, connaître, c'est beaucoup d'arrogance, mais je veux dire, moi je sais très bien que je connais rien du tout. T'as quand même une sacrée envie de transmettre tout ça. Oui. Pourquoi tu veux bon, c'est pas que je te connais, je sais que t'as pas envie d'être exemplaire. La vie vous m'avez tellement donné tous en me guidant et ça continue. Eric vient m'interviewer, ça me fait très plaisir. Ça fait partie des choses, voilà, pour lesquelles j'ai beaucoup de gratitude. Donc c'est un peu à mon tour aussi, avec mes tout petits moyens, de faire un petit peu pour semer de l'espoir et donner envie aux gens d'être en vie. J'aime bien ce mot envie. Tu l'écris de deux manières, toi. Envie d'être. Ouais, envie d'être en vie.
Merci Jean-Pierre pour l'envie. 3 choses importantes à vous rappeler. Abonnez-vous pour ne rater aucun podcast d'Allô la planète. On recommence chaque semaine. Laissez un commentaire et mettez des petites étoiles sur l'appli podcast que vous utilisez. Et rendez-vous sur la page Facebook d'Allô la planète. Commentez, partagez, donnez des infos, des idées. Et surtout, dites-nous si vous aussi, vous voulez participer. Ciao touti, bonne route.